Bon, on s'était arrêté à ce niveau la dernière fois. On continue la série d'exercices sur la manipulation des différentes commandes et des différentes options des commandes. Donc, ici, c'est relatif à l'expansion des noms des fichiers, c'est-à-dire les extensions. En général, on a vu que quand il y a des caractéristiques en commun entre les fichiers, on peut utiliser les jokers, ce qui permettra d'écrire des codes et des commandes plus simples en utilisant justement ces éléments. Alors ici, dans le répertoire courant, vous avez ces fichiers-là. On vous demande de les créer en une commande. Ça veut dire que vous utilisez une seule commande, ce qui permettra effectivement de réaliser cette action de création de fichiers. Donc ici, ce qu'on remarque, que dans le répertoire, voici les fichiers qui existent. Donc automatiquement, l'idée c'est quoi? C'est de voir quelles sont les caractéristiques de tous ces fichiers. Donc si vous regardez bien, il y a des paramètres qui sont en commun. Et donc, il y a des spécificités qu'on peut expliquer par la suite. Donc, si on voit tous ces éléments-là, ça nous permettra effectivement d'écrire une commande qui permet justement de les créer en une seule commande. Alors, quelles sont vos propositions pour répondre à la question? Donc, la question, c'est la création en une commande tous les fichiers suivants. Alors, quelle est la commande déjà qu'on doit utiliser pour créer un fichier? Ok, donc si Shape qui nous donne la bonne réponse, c'est la commande touch. Donc il suffit d'écrire touch. Par la suite, comment représenter l'ensemble de tous les fichiers. Donc si vous remarquez ici bien, tous les fichiers, ils ont quand même quelque chose qui est en commun. Donc les noms de fichiers, si vous regardez minutieusement, ils ont quand même un certain nombre de caractères qui sont en commun. Donc si vous regardez année, c'est-à-dire A minuscule, 2N, EE, c'est quelque chose qui est commun entre tous les fichiers. Donc vous pouvez utiliser justement ça, plus d'autres détails, ce qui permettra de donner effectivement les caractéristiques de tous ces fichiers. Alors, c'est quoi la proposition? Alors, la voici. Un moyen de le faire, c'est de faire tout ça. Comme vous pouvez, donc ça, en une seule commande, ça répond à la question. Regardez, dans votre répertoire courant, créer en une commande. Donc ça, j'ai mis une seule commande. Et donc, j'ai mis la liste des fichiers. Comme je peux le mettre sous un format plus condensé, donc le format le plus condensé, ça va être d'utiliser touch, d'utiliser cette racine, je dirais, qui est commun entre tous les trucs. C'est quoi? C'est ici, regardez la différence, c'est quoi? C'est A minuscule avec A majuscule. Ça veut dire que je peux utiliser les caractères pour dire soit A minuscule, soit A majuscule, suivi de 2N, 2E, et ensuite suivi de étoiles. Et donc, ça permettra de regrouper l'ensemble des différents fichiers.
Donc ici, ça suffit à la réponse, mais on peut toujours raffiner la réponse dans ce cas. Donc, pour raffiner cette réponse, c'est par rapport à la question qui suit. Donc, on vous demande de créer le répertoire Your dans votre répertoire courant et en une commande, déplacer les fichiers précédemment créés dans le répertoire Your. Et donc là, vous serez obligé d'utiliser un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des éléments qui permettent de représenter l'ensemble de ces fichiers-là et donc d'avoir les caractéristiques de tous les fichiers, donc en utilisant les jokers et les caractères spéciaux qu'on avait déjà définis dans le cours. Donc grâce à ça, ça vous permettra effectivement d'arriver à répondre à cette question. Donc, Gazim, j'avais dit tout le temps, quand on veut répondre à des questions, à des exercices, etc., il faut lire l'exercice et répondre à la question de l'exercice. Là, tu me donnes la réponse avec 2 commandes. Dans l'exercice, on te dit en une commande. Ça veut dire que tu dois répondre en utilisant une seule commande, pas 2 commandes. Et donc, automatiquement, quand tu réponds avec 2 commandes, ta réponse n'est pas considérée comme une réponse qui est juste. Donc, la réponse, elle est considérée comme juste si tu réponds en respectant les contraintes de l'exercice. Et donc, la réponse est la suivante. Donc, tu utilises une seule commande, la voici, MV. Ensuite, c'est quoi? Puisque là, tous les fichiers, si tu remarques, ils ont cette caractéristique. Donc, la caractéristique, c'est soit il commence par A majuscule, soit par A minuscule, donc ce qui est le cas de tous les fichiers, suivi de 2N, 2E, donc ce qui est le cas pour tous les trucs. Et ensuite, tu as des chiffres, tu as des tirets, des trucs, etc. Sans, il suffit de le mettre juste avec une étoile. L'étoile qui peut représenter n'importe quelle séquence qui se trouve justement derrière. Et donc, je vais les déplacer dans le répertoire qui est contenu dans le répertoire courant. Donc, je dis tout simplement ./your. Et donc là, ça permettra de basculer tous ces fichiers-là à l'intérieur de ce répertoire qui se trouve dans le répertoire courant. Et donc ça, c'est la réponse qui permet de répondre à justement la question en respectant les contraintes, c'est-à-dire de l'écrire sous forme d'une seule commande. Et la réponse que tu as donnée entre parenthèses. On n'utilise pas les parenthèses, on utilise les crochets. Donc ici, tel qu'on a dit dans le cours. Donc c'est important. Donc il faut respecter la syntaxe, parce que la syntaxe, c'est par rapport à des crochets. OK. Alors, ensuite, on bascule vers, toujours en utilisant je dirais, ces éléments syntaxiques, lister tous les fichiers. Alors, on vous donne les contraintes ici. Lister tous les fichiers se terminant par 5, commençant par 4, commençant par année 4. Et là, la condition, elle est un peu composée. Commençant par année 4 et de 7 lettres maximum. Donc là, comme vous voyez, 2, 4, 6, ça veut dire que ça lui manque une lettre. Et donc là, automatiquement, ça veut dire qu'il faut donner la condition pour avoir cette lettre. Un peu plus bas, commençant par année, avec aucun chiffre numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences par année, et ensuite la suite, il n'y a pas de chiffre. Ça veut dire qu'il faut exclure les chiffres. Tous les fichiers contenant la chaîne ANA. Ça veut dire qu'à l'intérieur du nom du fichier, tu vas avoir la chaîne ANA. Et, ou bien les fichiers qui commencent par A minuscule ou A majuscule. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lister les fichiers, c'est quoi? C'est ls. Donc vous allez donner la commande ls.
Et ensuite, pour le nom de fichier, vous devez respecter la contrainte qui est imposée. C'est-à-dire que si tu veux avoir tous les noms qui se terminent par 5, ça veut dire n'importe quelle séquence, l'essentiel qu'elle se termine par 5. Donc là, le résultat, il est immédiat et je dirais même trivial. Donc, et ce qui se termine par 5, c'est quoi? C'est n'importe quelle séquence. Et je rappelle que l'étoile, c'était quoi? C'est le caractère générique. Donc, le caractère générique et qui se termine par le 5. Pour le deuxième, on avait dit que on doit choisir les fichiers commençant par année. Ça veut dire que vous avez le début, c'est année, 4, et le reste, ça peut être n'importe quelle séquence. Donc, n'importe quelle séquence, c'est l'étoile. Alors, qui commence par année 4 et qui comporte 7 caractères, donc il faut juste s'apercevoir que ça, c'est 6. Donc, pour ajouter un caractère, on avait dit que le caractère générique, c'était l'étoile qui permet de représenter un caractère. Ensuite, vous avez les commence par année, mais il n'y a pas de chiffre à l'intérieur. Et donc là, on peut éliminer les chiffres, soit en mettant point d'exclamation, donc ce qui permet de l'éliminer. Parfois, dans certains shells, il y a le chapeau qui est utilisé, et donc qui permet d'éliminer tous les chiffres de 0 à 9. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas cette séquence, mais il y a une séquence quelconque grâce à l'étoile qui est derrière. Donc, le nom qui comporte à l'intérieur ANA, ça veut dire qu'il y a une séquence quelconque au début, une séquence quelconque à la fin, et donc ça permettra de donner la suite. Les fichiers qui commencent par A majuscule ou minuscule, donc c'est entre crochets A, grand A, étoile. Et donc ça, ce qui permet de répondre à la question, je dirais, qui est donnée précédemment. Toujours avec les noms de fichiers qui permettent de répondre à des besoins particuliers. Donc, pour avoir, voici la question, c'est copier les fichiers dont l'avant-dernier caractère est un 4 ou un 1 dans le répertoire TMP en une seule commande. Et c'est toujours la contrainte, c'est de donner une seule commande pour écrire la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans l'avant-dernier, c'est 4 ou 1. Ça veut dire que vous devez avoir quelque chose qui est entre crochets pour signifier que c'est un 4 ou un 1. Et comme c'est l'avant-dernier, ça veut dire qu'il y a toujours un dernier caractère. Un dernier caractère est exprimé par le point d'interrogation. Donc, au niveau de la solution, la voici. Donc, ce qu'on met, c'est la copie CP. Donc, le nom, ça peut être n'importe quelle séquence. Vous avez le caractère 4 ou 1 qui est suivi d'un caractère quelconque. Donc là, parce que là, on a dit que c'est l'avant-dernier caractère. Donc l'avant-dernier, il est pris dans cette liste 4 ou 1 et suivi de point d'interrogation qui indique le dernier caractère. Alors ici, on va voir une commande qui est le find, qui permet de chercher, à vrai dire, les noms de fichiers. Donc, dans le find, naturellement, comme toute autre commande shell, elle comporte des options. Et donc là, dans la question, on vous dit comment chercher tous les noms de fichiers, dont les noms commençant par un A majuscule ou minuscule, donc le caractère A qui peut être majuscule ou minuscule, suivi d'éventuellement de quelques lettres ou chiffres, et se termine par un chiffre entre 3 et 6. Donc, la solution, ça consiste à utiliser la commande find avec elle a plusieurs options. Parmi les options, c'est name, ça veut dire je cherche un fichier, parce qu'un fichier peut avoir plusieurs caractéristiques et plusieurs propriétés. Donc, il a le nom, il a la taille, il a la date de modification, il a les droits, etc., etc. Donc, vous pouvez chercher selon le critère voulu. Donc, ici, le critère, c'est quoi? C'est le critère de nom. Donc, je vais chercher en utilisant l'option MyName.
Et donc, je vais spécifier quelles sont les caractéristiques de ce nom qui sont utilisées. Alors, en général, il s'agit de ce qu'on appelle on appelle ça les expressions régulières, c'est-à-dire c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure quand vous écrivez entre crochets des caractères suivis d'étoiles ou autres, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les expressions régulières qui sont utilisées et qui permettent de donner la solution. Donc ici, dans notre cas, on avait dit que le A peut être A majuscule ou minuscule, donc on sait le faire grâce au crochet. Donc tu mets entre crochets petit a ou grand A, et donc suivi de quelques lettres et chiffres. Donc les quelques lettres et chiffres, c'est quoi? C'est l'étoile, donc qui permet de générer cette situation et termine par un 6. Donc, un chiffre entre 3 et 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets la liste. Soit tu mets la liste 3, 4, 5, 6, ou bien on a l'autre possibilité, c'est de mettre 3-6. Donc là, tu peux dire de 3 jusqu'à 6. Et là, grâce à ça, on peut écrire cette, je dirais, recherche. Donc, la commande, c'est find. Alors, ici, point qui permet de dire je cherche, parce que find, vous lui dites où est-ce qu'il faut chercher. Donc, le point qui veut dire je cherche dans le répertoire courant. Ensuite, l'option moi name, ça veut dire que le critère de recherche, ça va être le nom. Donc, ce nom qui va commencer, soit petit a, soit grand A, suivi de étoile, et suivi de 3-6. Et donc là, entrecote, ce qui permet de spécifier la, je dirais, l'expression régulière qui est utilisée pour chercher cette solution. Et moins print, ce qui permet d'afficher le résultat au niveau de l'écran pour avoir ce type de recherche. Alors, il est vrai que ça, on va dire, cette solution, elle est un peu plus générale. Il y a un petit pépin qui peut exister ici. Si vous avez suivi ou vous êtes attentif, vous pouvez me dire que cette solution, elle est plus générale par rapport à la question telle qu'elle est demandée. Donc, dans la question, c'est quoi? On vous dit chercher tous les fichiers dont les noms commençant par petit a, majuscule ou minuscule, suivi d'éventuellement de quelques lettres ou chiffres. D'accord? Et se termine par un chiffre entre 3 et 6. Quel est le problème qui est posé par la solution que j'ai donnée? Alors ici, il y a un petit problème, cette solution elle est plus générale. Si on veut la raffiner, c'est effectivement Baraka qui me donne la bonne réponse, c'est l'étoile. Pourquoi? Pourquoi qu'elle pose problème, l'étoile? Donc, il faut que ça soit des lettres ou des chiffres. Donc, c'est dit dans le texte. Ça veut dire que dans l'étoile, il faut éliminer tous les caractères spéciaux. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que étoile tout court n'est pas, je dirais, correct à 100%. Donc, si je veux avoir un truc correct à 100%, ça veut dire qu'au lieu d'écrire étoile, qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je dois mettre à la place? Ben, je vous laisse la question ouverte, à vous de chercher. Alors, ensuite, la commande find, j'avais dit qu'elle peut utiliser plusieurs critères. Donc ici, on avait tout à l'heure, on a utilisé le critère de nom.
Là, je peux utiliser le critère du temps. Pourquoi? Parce que chaque fichier, il a sa date de sa dernière modification. Et là, si je cherche des fichiers, par exemple, qui a été modifié il y a plus de 30 jours, donc bien il y a 30 jours exactement, ou il y a moins de 30 jours, ça veut dire que là, je spécifie effectivement la période, c'est-à-dire je cherche les fichiers qui ont été modifiés, ça fait plus de 30 jours, ou bien les fichiers qui ont été modifiés il y a 30 jours exactement, ou bien des fichiers qui ont été modifiés, ça fait moins de 30 jours. Donc là, ça veut dire que je vais utiliser le paramètre, tout à l'heure j'ai utilisé -name pour dire c'est le nom. Donc ici je vais utiliser -mtime, mtime qui permet de donner la date de la modification. Donc c'est exprimé en jours. Et donc là, mtime 30, ce qui permet de dire le fichier il a été modifié exactement dans 30 jours. Je peux utiliser plus 30, ça veut dire qu'il a été modifié il y a plus de 30 jours, ou bien vous pouvez deviner, ça veut dire j'utilise -30, ce qui permet d'avoir la modification en moins de 30 jours. Donc ça, c'est pour exprimer les fichiers qui ont été modifiés selon une durée spécifique. Alors, je peux avoir aussi la modification, mais c'est relativement à un autre, je dirais, relativement à un autre fichier. Donc ici, je veux chercher un fichier qui a été modifié plus récemment qu'un autre fichier donné. C'est-à-dire que j'ai deux fichiers et la recherche, elle va se faire par comparaison entre la date de modification de ces deux fichiers pour dire est-ce qu'il y a un fichier dont la date est supérieure, donc ici supérieure à l'autre fichier donc, qui a été modifié le plus récemment. Donc l'option utilisée, donc on a vu l'option MoName, l'option MoNTime, ici ça va être newer qui veut dire plus le nouveau, le plus récent. Et donc, je cherche par exemple un fichier .text modifié plus récemment que beau fichier .text. Donc ça, c'est la référence. Et donc, son temps de modification va être considéré comme la référence. Et celui qui va être trouvé, donc, il va être plus récent que celui-ci. Et donc, l'usage de la commande est le suivant. Donc, c'est la commande find. Alors, je cherche toujours par rapport au répertoire courant. Donc, vous pouvez spécifier n'importe quel répertoire si votre recherche se trouve dans un répertoire assez précis. Alors, je donne le nom de fichier, donc qui est référence, et ensuite, je cherche le fichier que je ne connais pas, et donc c'est pour ça que je mets -name. Donc, -name étoile.text. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis en train de chercher des fichiers .text et qui ont été plus modifiés plus récemment que le beau fichier .text. Donc, on peut toujours faire la combinaison pour dire c'est un fichier qui a été modifié, ça fait 10 jours ou 5 jours ou une durée déterminée. Donc ici, je donne une combinaison, c'est-à-dire de contraintes. Je sais que c'est un fichier que je cherche. La référence, c'est quoi? C'est le fichier beau fichier.tux. Je veux un fichier qui a été, je dirais, plus récent que beau fichier, mais il y a plus de 5 jours que la modification a été faite. Et donc, le name qui permet de chercher le type de fichiers qui sont étoile.text. Et donc ça va nous donner tous les fichiers .text qui sont plus récents que beau fichier, mais qui ont été, je dirais, modifiés il y a plus de 5 jours.
Donc ça, c'est pour exprimer une combinaison, je dirais, de conditions entre les fichiers. Alors, je veux chercher les fichiers par le truc de base. Ça concerne les fichiers, mais ça peut concerner aussi les répertoires. Donc, on dit, comment fait-on pour spécifier que le fichier recherché est un répertoire? C'est-à-dire que je lui dis, vas-y, cherche le fichier, sauf que ce fichier-là, ce n'est pas un fichier ordinaire, mais c'est un fichier répertoire. Donc, ça veut dire que je dois inclure des spécificités. C'est quoi? Parce que dans les propriétés des fichiers, on avait dit qu'il y a le nom, il y a la date, il y a la taille, mais il y a aussi le type de fichier. Et donc ça veut dire que l'option qui est utilisée, c'est par rapport aux caractéristiques du fichier, j'utilise le type. Et donc là, je vais spécifier dans type, moins type, et je mets D, ce qui permettra de chercher des répertoires dans la recherche. Parce que les fichiers, donc ça peut être F pour dire file, comme pour un fichier normal, comme ça peut être D pour un répertoire. Et donc, le find, ça va être l'utilisation de répertoires, donc qui permet de chercher les répertoires dans le répertoire courant. Alors, toujours dans le fichier, ça veut dire qu'avec le find, ça permet de chercher selon un critère. Et les critères, c'est quoi? C'est les propriétés d'un fichier. Et j'avais dit, parmi les propriétés de fichier, il y a la taille. Et donc, si j'ai envie de chercher un fichier qui est supérieur à une certaine taille, donc je peux l'exprimer avec l'option size, donc -size, ce qui permettra de donner la taille de ce fichier. Or, la taille du fichier, c'est vrai que la taille de base par défaut sous Unix, elle est octet, comme ça peut s'exprimer sous forme, donc si on laisse uniquement octet, parfois ça devient un peu lourd à exprimer. Imaginez que vous avez des gigaoctets, ça veut dire que vous allez écrire une suite de caractères pour exprimer la gigaoctet. Et donc, on peut toujours exprimer les différentes catégories en utilisant le C, par exemple, pour octet et le K pour kilo-octet, etc. Et donc, de la même manière, on peut utiliser le symbole plus, moins, pour exprimer, pour dire plus d'une telle taille, inférieure à une certaine taille, égale à une certaine taille. Donc, l'expression se fait grâce à l'option -size suivie de la quantité d'octets qui est exprimée. Donc ici, on cherche un fichier modifié il y a moins de 12 jours et dont la taille est supérieure à 30. Donc ici, la taille est inférieure à 30 kilos. Donc automatiquement, ce qui est écrit, le find, moins type F, veut dire je cherche un fichier, la taille plus de 30 kilos et mTime moins 12, ce qui permet d'exprimer qu'il a été modifié, ça fait moins de 12 jours. Et donc là, ça va me sélectionner ces différents fichiers qui correspondent à ce critère de filtrage, c'est-à-dire ça me permet de filtrer l'ensemble des fichiers qui vérifient cette condition. Et là, on voit que c'est une condition composée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fichier, il s'agit d'une taille qui est supérieure à 30 kg, et il s'agit aussi d'un fichier dont la date de modification, elle est moins de 12 jours. Et donc ça vous donne une condition composée pour sélectionner un fichier ou plusieurs fichiers qui répondent à ce critère. Alors là, on bascule vers les droits d'accès des fichiers et répertoires. Donc, on vous donne changer les droits d'un fichier pour que tous ceux de votre groupe puissent écrire dedans. Donc, la solution, elle est triviale. Donc, c'est la commande chmod. Donc, vous voulez donner un droit d'accès à votre groupe. Ça veut dire que vous utilisez le G. Je rappelle le G pour indiquer le groupe auquel vous appartient le propriétaire. Et vous leur permettez de puissent écrire dedans, ça veut dire que vous leur donnez le droit d'écriture, donc il faut mettre plus W,
et le nom de fichier. Et donc, automatiquement, ça permettra de répondre à la question qui a été signifiée. Alors, donner en une seule ligne le droit d'exécution à tous les utilisateurs d'un fichier script qui n'a jusqu'alors que les droits standards. Donc, RW, R, R. Et donc, on vous demande de donner le droit d'exécution à ce fichier, à tous les utilisateurs. Donc, un moyen de le faire, c'est chmod, donc U, O, G, ça veut dire utilisateur propriétaire, owner, ensuite O, c'est les autres, et groupe, c'est le groupe auquel vous appartenez. Il suffit de rajouter plus X, et donc là, ça permet de donner le droit d'exécution pour ce fichier. Donc, vous avez le fichier Toto qui a les droits suivants. Donc, exprimé RWX, R-, modifiez-en les droits en une ligne de commande, de sorte que le propriétaire n'ait plus le droit de lecture. Donc, c'est chmod, U. Donc, le propriétaire n'est plus le droit, ça veut dire on va lui enlever le droit de lecture, ça veut dire ce R ici, le premier R qui va disparaître, et donc il suffit de mettre chmod U moins, non, il n'est plus que le droit de lecture, ça veut dire qu'il ne va pas avoir WX, et il va avoir uniquement le R. Donc c'est U moins WX, et ce qui permet de répondre à la question. Alors, la question suivante, c'est de modifier le fichier Toto de sorte que le groupe et les autres aient les mêmes droits que le propriétaire. Donc ici, si vous remarquez, ils ont le droit uniquement de lecture. Ce qui leur manque, c'est WX. Ça veut dire que vous devez leur rajouter le WX. Et ce qui permettra d'avoir les mêmes droits que l'utilisateur. Alors, quelle est l'option qui permet de modifier récursivement les droits d'un répertoire des fichiers qu'il contient? Donc là, on en avait déjà parlé, c'est l'option "-r". Donc, ça permettra effectivement d'appliquer récursivement en profondeur des répertoires. Et donc, chmod "-r", OG -RWX. Et donc là, automatiquement, pour interdire tous les droits des fichiers présents dans une branche de répertoire confidentielle, c'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir bénéficier de ces droits. Il suffit de mettre chmod -r OG RWX. Ça permettra d'appliquer ce droit d'accès à tous les fichiers, quelle que soit leur position dans l'arborescence, c'est-à-dire à partir du répertoire courant et en descendant à l'intérieur. Donc, tous les sous-répertoires, tous les fichiers vont vont devenir confidentiels, c'est-à-dire que seul le propriétaire peut les utiliser. Et l'option de Munkadir permet de créer un répertoire en spécifiant les droits sur ce répertoire. Donc là, on utilise les options. Donc, qui permet effectivement de donner les droits. C'est l'option M qui permet de le faire. Donc, voici l'exemple, Mkadir. Donc, c'est elle qui permet de créer un répertoire. Donc, on lui crée le répertoire et aussi on lui affecte en même temps les droits grâce à l'option M-M. Donc là, ça permettra d'avoir l'option d'interdire l'option de lecture au groupe et aux autres. Et donc là, ça permettra effectivement de restreindre cette répertoire pour uniquement le propriétaire. Bon, alors, on continue notre série. Donc, la commande suivante, c'est la commande cat. Utiliser cat pour écrire un peu de texte et mettre le résultat dans un fichier note. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser le cat
Et je vais faire implicitement ce qu'on appelle les redirections, c'est-à-dire que je vais saisir à partir du clavier. Et tout ce que je saisis à partir du clavier, je vais le mettre dans le fichier note. Alors, pour le faire, c'est l'usage de cat. Et vous devez mettre une redirection, c'est-à-dire le caractère supérieur pour aiguiller un peu le flux. Et ça va être sous cette forme-là. Par exemple, ici, ce qu'on vous donne, c'est juste pour vous montrer un peu les choses. Regardez, je liste le répertoire courant. Il n'y a pas de fichier, un seul fichier uniquement. Ensuite, je mets cette commande cat supérieur note. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat de cat, je vais le mettre dans note. Il s'avère que cat a besoin d'un argument. Donc l'argument de cat, en général, c'est un fichier. Donc ici, je n'ai pas donné de fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, l'interpréteur, il comprend qu'il va prendre l'argument par défaut, c'est le fichier par défaut en entrée, c'est le clavier. Et donc, ça veut dire qu'il va lire, pour pouvoir afficher, il va lire à partir du clavier. Et donc là, dès que vous mettez ça, automatiquement, il vous donne la même pour saisir les informations. Donc, vous tapez des phrases suivies de entrée, une suite de phrases. À chaque fois, vous mettez entrée. Donc, ça vous permettra de saisir, par exemple, ici, je vais écrire la phrase faire la bibliographie, revoir les premiers chapitres. Et ensuite, quand je termine, pour signifier à l'interpréteur de commande que c'est j'ai fini de saisir, donc il suffit de taper CTRL-D. Donc CTRL-D, ça mettra fin au flux d'entrée. Ça veut dire que ce que j'ai tapé, et il s'arrête à ce niveau-là. Et donc automatiquement, tout ce qui a été tapé maintenant, il va le prendre et ça va constituer je dirais, l'entrée de cat. Et donc ce flux-là, il va, selon le caractère supérieur, il va l'envoyer vers le fichier qui est en sortie, c'est-à-dire note. Et donc, automatiquement, là, ce que je vais mettre le résultat ici, si je mets le ls, vous allez voir que note apparaît. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, effectivement, ça, pour montrer que ça a été effectivement pris en charge et il a bel et bien saisi l'information qui existe. Regardez ici, le fichier note existe et maintenant pour m'assurer, il suffit juste de mettre 4 notes pour afficher le contenu. Vous allez voir qu'il va m'afficher effectivement les données que j'ai saisies à l'écran. Donc automatiquement, cette manip, elle vous montre effectivement que on peut saisir à l'écran et par la suite, ça nous donne effectivement tout ce qui est saisi. Il a été bel et bien mis dans un fichier de sortie. Alors, maintenant, on va toujours avec les commandes shell. Là, on vous donne une suite de commandes qui sont exécutées et on vous demanderait par la suite d'écrire quelle est l'erreur qui va en découler. Alors, voici la commande, c'est copy file 1, file 2. L'erreur, c'est quoi? C'est copie. Parce que ça, la copie, c'est CP et ce n'est pas copie. Donc là, si vous mettez copy file 1, file 2, l'interpréteur il va vous répondre en disant attention, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que la commande, c'est CP et ce n'est pas copie. Alors, dans la même style de commande, regardez, c'est rm file, bill file, -file. Donc, quelle est l'erreur?
Mhm. Ben, tout simplement, on l'avait dit dès le départ que Unix, il est comme le langage C, il est sensible à la casse, ça veut dire qu'il fait la différence entre le majuscule et le minuscule. Et donc RM, ça n'existe pas en majuscule, ça existe en minuscule. Et donc là, si vous mettez en majuscule, automatiquement, il va vous donner erreur. Donc ici, Unix is case sensitive. Donc automatiquement, il va déclarer cette erreur RM commande not found parce que ça n'existe pas pour lui. Ce qui existe, c'est le RM minuscule. Alors, la suivante, quelle est l'erreur dans la commande suivante qui va apparaître à l'écran? Donc, CP, name, IT, slash, cat. Donc, ici, ce qui va se poser comme problème, là, on a utilisé la barre. Rappelez-vous, la barre, on avait dit que c'était le pipe, c'est-à-dire que le résultat d'une commande va être donné comme entrée à l'autre commande. Alors, quand vous faites une copie, il n'y a pas de résultat qui est fourni. Et donc, automatiquement, pipe, le cat ne trouvera pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, vous avez ces commandes qui vont s'exécuter. Donc, vous avez ami qui permet de donner le nom de l'utilisateur qui est en train d'exécuter la commande. Ensuite, il va lister le contenu du répertoire courant. Donc, ça lui donne les informations que vous avez. Alors, il fait un ls L secret. Donc, ça lui donne alors, il y a eu une déconnexion, donc je reprends la main. Donc, automatiquement, là, je suis en train d'exécuter. Et par la suite, regardez ce qui se passe. On va faire CP name secret letter 1. OK. Alors, on vous dit, que se passe-t-il quand les commandes sont exécutées? Justifiez votre réponse. C'est-à-dire que vous allez voir ici ce qui se passe. Et vous allez exécuter la commande copy. On vous dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Mm-hmm. Oui, il s'agit d'une erreur, mais laquelle? Effectivement, il va y avoir une erreur. Ben, tout simplement, CP, il ne va pas pouvoir copier le fichier parce que regardez, le fichier name, il va être copié dans secret et il va avoir le nom letter. Regardez ici, secret, c'est un répertoire. Et donc, je vais copier dans le répertoire secret en lui donnant le nom letter 1. Ça, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, regardez, les droits qui existent, c'est RX. Donc, automatiquement, celui qui a exécuté, il n'a pas le droit d'écriture. Donc, s'il n'a pas le droit d'écriture, automatiquement, CP ne peut pas s'exécuter parce que CP, elle permet de créer une copie du fichier. Ça veut dire que dans la cible, ce qui est un répertoire, on doit pouvoir créer un nouveau fichier. Donc, pour créer un nouveau fichier, il faudrait avoir le droit d'écriture. Or, on n'a pas ce droit d'écriture. Et donc, du coup, on ne peut pas écrire. Ça veut dire que CP ne pourra pas s'exécuter. OK. Alors, même topo, on a une suite
commande. Et donc, on a ces différentes commandes qui vont s'exécuter. Alors là, ls secret, que se passe-t-il quand ces commandes vont s'exécuter? Donc, il suffit de bien regarder les propriétés qui existent et qu'est-ce qu'on a pu mettre à l'intérieur. Et là, on va mettre ls secret. Alors, vous allez voir que ls, vous n'avez pas la permission. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la permission X. La permission X, c'est quoi? C'est de pouvoir rentrer dans le répertoire et pouvoir afficher son contenu. Or, le pouvoir X n'existe pas pour secret. Et donc, du coup, automatiquement, l'utilisateur n'a pas le droit d'afficher le contenu de ce n'est pas le droit de modifier. On n'est pas en train de modifier ici, on est en train juste d'afficher le contenu. Or, le contenu, on ne peut pas l'afficher parce qu'on n'a pas le droit de pénétrer dans le répertoire et de pouvoir afficher le contenu de ce répertoire. Alors, ici, c'est toujours avec les mêmes topos. Donc, j'affiche le truc, je donne vous avez regardé ce qui se passe. Vous avez les letters avec les droits suivants. J'affiche le cat letter. Donc, c'est deux commandes shell. Ensuite, je vais mettre le chmod 700 letter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux changer le mode de fichier letter 1 à 700. 700 qui correspond à quoi? Il correspond à RWX pour le propriétaire. D'accord? Or, l'utilisateur ici, qui est en train d'exécuter, c'est qui? C'est Horner. Et le propriétaire, c'est quoi? C'est CS Chang. Donc, un utilisateur ne peut pas modifier les droits d'accès d'un fichier, c'est-à-dire pour le propriétaire. Donc, automatiquement, il va y avoir une erreur. Pourquoi? Parce que Horner n'est pas le propriétaire du fichier letter1. Et donc, il ne peut pas modifier ses droits d'accès pour un fichier qui ne lui appartient pas. Alors ensuite, voici le programme Shell qui est le suivant. Donc là, on passe au niveau de programmation. Donc le programme Shell suivant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit calculer la factorielle de n. Donc on vous donne le programme. Voici le programme. Donc l'idée, c'est quoi? Ici, on vous dit remplir les blancs. Ça veut dire que dans le script, il y a des blancs. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre ce programme. On sait que qu'est-ce qu'il fait le programme. On sait que ce programme, il est destiné à calculer la factorielle de n. Ça, comme la première commande, c'est quoi? C'est echo enter n, ça veut dire on fait rentrer n. Donc, je veux récupérer la valeur de n. Et donc, vous avez un blanc. Ensuite, output égale à 1, i égale à 1, while une condition, do le output
qui est, on va dire, la valeur qu'on va rechercher. Ensuite, vous avez le i, et vous avez un autre vide qui existe. Et par la suite, il y a le message echo, the factorial of $n is $output. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n, c'est le paramètre d'entrée. Le output, c'est le paramètre de sortie, c'est-à-dire c'est le calcul qu'on veut chercher. Et donc, on vous demande de remplir toutes les, tous les blancs qui existent. Les blancs, je les ai mis par des tirets. Donc là, ça veut dire là où il y a tiré, vous devez mettre une commande ou une expression qui permet de remplir ce script et que par la suite, ce script reflète bel et bien la fonctionnalité qui est de calculer la factorielle de n. Alors, bon, alors, Mohamed Baraka, la première, c'est de remplir le premier vide. Le premier vide, c'est quoi? Donc, il faut commencer étape par étape. Donc, la première étape, c'est de remplir le premier blanc. Théoriquement, c'est quelque chose qui est un peu trivial. Parce que là, si tu as le message juste avant, echo enter n, ça veut dire quoi? Entrer n. Donc, si tu veux faire entrer n, quelle est la commande qui va venir juste après? Gerd Nawel, elle a donné la bonne réponse, effectivement. Read n, ça veut dire que tu veux récupérer la valeur de n. Comment tu la récupères? Tu la récupères avec une lecture. Donc, automatiquement, tu dois mettre read n, donc qui vient dans la première ligne blanche. Donc, on remplit le blanc par la commande read n. Ensuite, on a output égale à 1 et i égale à 1. Et ensuite, on a la boucle while. While, ça veut dire que ici, j'ai la condition. Donc, je vais faire une boucle. Je rappelle pour les gens, mathématiquement, factoriel n, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à n. C'est ça le factoriel n. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le factoriel n. Et donc, le while, ça veut dire que là, je suis en train de faire le calcul. Or, le calcul, je ne peux pas le faire en une seule fois. Donc, je le fais par étapes. Donc, à chaque fois, je prends le nombre, je le multiplie par un élément. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le factoriel, parce que le factoriel, c'est lui-même, il est récursif. Donc, mathématiquement, tu peux écrire factoriel n est égal à quoi? Est égal à n fois factoriel de n-1. Et ensuite, de la même manière, factoriel de n-1, c'est égal à n-1 fois factoriel de n-2, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu calcules un élément, et ensuite, tu peux calculer l'élément qui suit. Par exemple, factoriel 2, c'est égal à 2 fois factoriel 1. Et ça, tu as le factoriel 2. Ensuite, factoriel 3, tu peux le calculer. C'est factoriel 3, c'est quoi? C'est 3 fois factoriel 2, et ainsi de suite. Ça veut dire que, moralité, on procède par étapes. Et donc, on va faire le calcul d'une manière itérative. C'est-à-dire, à chaque itération, donc à chaque étape, on fait un calcul. L'étape suivante, on fait le calcul suivant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Donc, le deuxième, donc automatiquement, tu as la condition. La condition, c'est quoi? C'est que i soit inférieur ou égal à n. Donc, il faut exprimer le fait que i doit être inférieur ou égal à n. Alors, ne pas oublier d'utiliser les dollars. C'est important parce que dollar, ça permet, c'est dollar i, c'est la valeur de i. Dollar n, c'est la valeur de n. Et donc, automatiquement, quand on met la condition, on doit mettre la condition par rapport à dollar $i et non pas par rapport à i directement. On n'est pas dans les langages de programmation classiques ou les algorithmes classiques. On est dans le shell. Donc, dans le shell, il faut utiliser les variables précédées de dollar.
Ensuite, output, c'est quoi? Output, ça permet de faire le calcul, et j'avais dit que le calcul, c'est quoi? Ça va être I fois output. Donc, c'est $I fois $output. Ça veut dire que je fais le calcul. Output, c'est quoi? C'est le calcul partiel. Donc, à chaque fois, je le multiplie par I. Et ça permettra de faire le calcul d'une manière incrémentale. Et bien entendu, pour passer à l'étape suivante, je dois mettre I égale I plus 1. Baraka, on n'écrit pas I égale I plus 1 comme en algorithme. Il faut respecter le shell. Donc, si tu respectes le shell, tu dois mettre les contenus de dollars qui existent et éventuellement écrire la commande EXPR qui permet de dire expression. Ça veut dire qu'il dit à l'interpréteur d'évaluer l'expression. Et donc, évaluer l'expression et ensuite, son résultat, le mettre dans output. Et bien entendu, la dernière, c'est quoi? On a vu dans le cours que while, while condition, ça commence par do et ça se termine par done. Donc, ce qui reste en bas, c'est d'écrire le done. Donc, automatiquement, ça permet de fermer la boucle et ça nous permettra d'avoir le message final qui consiste à réaliser, je dirais, le résultat final qui sera imprimé, puisque echo, ça permet d'imprimer le résultat. Et donc, la solution, c'est la suivante. Donc, on met read n, donc ce qui permet de calculer. Ensuite, la condition, c'est $i. Donc, je mets moins LE qui veut dire less or equal, donc ce qui veut dire inférieur ou égal à $1. Et donc là, je précise, on n'utilise pas le i et le n directement, mais on utilise $i et $n, donc qui permet de donner la condition selon la syntaxe du shell. Ensuite, le do. Là, ce qu'on permet de faire, c'est je mets entre les cotes inversées égale EXPR. EXPR, c'est quoi? Ça permettra de dire à l'interpréteur c'est une expression qu'il faut évaluer. Donc, cette expression, elle est quoi? $out, c'est quoi? C'est le contenu de output. Donc, c'est au départ, output est égal à 1, ça veut dire qu'il va prendre 1 et il va les multiplier par. Donc, pour dire que multiplier, donc j'utilise ici la barre inversée. Si vous vous rappelez, dans le shell, on avait dit que la barre inversée, elle sert à quoi? Si vous avez vu votre cours. À quoi elle sert la barre inversée? Ça veut dire que la majorité ne revoit pas le cours. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, j'ai fait le test. Alors, j'avais dit que la barre inversée, ça permet d'inhiber les caractères spéciaux. Parce que les caractères, ce n'est pas de ne pas lire les caractères spéciaux. C'est lire les caractères spéciaux, mais inhiber la signification du caractère spécial. Parce qu'on avait dit que étoile, c'était un caractère générique qui peut générer n'importe quelle séquence. Donc là, c'est pour lui dire que cette étoile-là, ce n'est pas pour générer des séquences. Cette étoile-là, il sera utilisé en tant que tel. Et comme on est dans l'expression, c'est-à-dire l'évaluation de l'expression, une évaluation d'expression, ça veut dire que tu es dans l'arithmétique. Donc le étoile, il va retrouver son sens initial, qui est la multiplication. Ça veut dire que dans ce cas-là, le fait d'avoir EXPR, qui veut dire expression, donc il va prendre la valeur de output, et grâce à anti-slash étoile, c'est-à-dire la barre inversée étoile, donc cette étoile-là, il sera pris tel qu'il est. Et donc là, on aura une expression arithmétique qui consiste à prendre le contenu de output fois, donc l'étoile, c'est quoi? C'est la multiplication dans les expressions arithmétiques. $i, c'est quoi? C'est le contenu de la variable i. Donc, il va multiplier le contenu de la variable output avec le contenu de la variable i. Et donc, ce qui permettra d'évaluer une expression arithmétique. Et par la suite, le résultat, il sera fourni dans output.
Alors, la même chose aussi pour l'incrémentation. J'utilise le même principe, donc EXPR, $i plus 1. Alors ici, j'ai pas besoin d'inhiber le plus, parce que le plus n'est pas un caractère générique. Donc, vous voyez la différence entre la première et la deuxième. Donc, dans la première, j'étais obligé d'inhiber le caractère étoile parce que le caractère étoile, dans le shell, il a une signification particulière. C'est un générateur de chaînes de caractères et de séquences de caractères. Par contre, le plus, ça ne génère rien du tout. Et donc, du coup, je n'étais pas obligé de mettre l'anti-slash plus pour garder le plus tel qu'il est. Ensuite, on termine la boucle while avec done, puisque j'avais dit que la boucle, elle commence par la condition do et se termine avec done. Et à la fin, vous avez le factoriel de n, puisqu'on a mis $n pour avoir le contenu et $output pour avoir aussi le contenu. Ce qui permettra d'exprimer, grâce à ça, c'est un programme qui permet de calculer la factorielle de n, et donc automatiquement, grâce à l'évaluation de l'expression, qui permet de calculer au fur et à mesure les résultats partiels jusqu'à arriver au résultat final qui est donné par la variable output qui contient enfin, quand on sort de la boucle, elle va contenir le contenu de la variable cette variable va contenir le contenu du calcul de la factorielle. Donc, sur ce, je termine la session. Alors,